A priori, on est live. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on a Michel de chez CMJ qui nous dit qu'il nous entend. Est-ce que d'autres personnes nous entendent, à part dans l'open space de CMJ? Oui, merci Serge, merci Antoine, merci tout le monde. 2-3 petites minutes que tout le monde arrive, que tout le monde se connecte. On a plein de monde, c'est très chouette. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez pour beaucoup les SEO Square, à dire ce que vous faites en fait dans la vie ou l'entreprise que vous représentez. Ça nous intéresse toujours de voir un petit peu ça, et Cécile aussi sera intéressée de savoir qui vous êtes. Bonjour à tous. Oui, on attend maintenant les rôles de chacun. Est-ce qu'on a des SEO? Est-ce qu'on a des content managers? Est-ce qu'on a des marketing managers? On va voir un petit peu tout ça. Il y en a plein là, des gens, c'est très chouette. On est beaucoup, on est nombreux. T'es pas trop stressé, j'espère, Cécile? Du tout. Bonjour à toi aussi, Julien. Je peux le faire en fait, freelance SEO. SEO chez Slack, ça c'est chouette, ça, Olivier. Des rédacteurs, des rédactrices SEO, il y a plein d'enjeux. Ah, il y en a Freelance pour Santé Vet, il y a des gens de chez toi, regarde ça, c'est trop bien. Donc, on attend encore une petite minute. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Et puis on va démarrer. On a des Head of SEO, des Product Owners, des SEO Juniors, des Head of Search, auditrice, rédactrice SEO pour Léa, rédactrice web chez l'annonceur. L'annonceur n'est pas une marque, mais on ne saura pas quel annonceur. Caroline, l'agence web, Santé Vet. Mais il y a Claude, c'est génial. Il y a des gens que nous connaissons, c'est très chouette. Web marketing SEO chez Silae. Bonjour Corinne, comment vas-tu? On en a plein et certains que j'ai la chance d'accompagner. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, bienvenue dans la deuxième conférence du SEO Square. Je vais afficher les slides si ça vous va. Hop. Alors, on va mettre cet affichage-là. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Bienvenue dans la deuxième conférence du SEO Square 9. J'espère que vous allez bien, que vous êtes régalés avec notre première conférence sur le SEO de demain. Donc, n'hésitez pas à faire des petits feedbacks. Le SEO de demain, c'est bien, mais si demain, c'est génial et qu'on a d'y être, on va se concentrer évidemment sur aujourd'hui. Et une super success story, une très belle marque, Santé Vet. Vous êtes nombreux et nombreuses, j'imagine, à avoir un chien ou un chat. Vous y tenez, c'est normal. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos petites boules de poils devant l'écran, puisque ces webinaires les concernent elles aussi, évidemment. Donc voilà, on attend encore un tout petit peu de temps avant de démarrer. Et pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va être important, évidemment, vos questions. Cécile y répondra à la fin. Et notre incroyable équipe de modérateurs et modératrices va s'occuper de les ranger dans l'onglet questions et nous pourrons y répondre à la fin de la conférence. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on y va? Bonjour Gilles de Gliss Shop, que je connais bien comme marque aussi. On est prêts? On est bon? On y va? Cécile, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, allons-y. Allez, allons-y. Donc voilà, Cécile, besoin de bouger ta caméra pour qu'on te voit bien, nous dit Nicolas. Parce que on ne te voit pas assez dans la vignette. Donc voilà, petite correction demandée. Donc plus de 130% de trafic. Découvrez comment Santé Vet assure une stratégie SEO internationale et multimarque. C'est un bel intitulé. On est très fiers de cette conférence et de pouvoir la partager avec vous. Donc moi, je suis Michel Beck, Customer Success Manager chez CMJ depuis déjà quelques années maintenant et j'ai la chance d'être accompagné de Cécile et je vais la laisser se présenter. À toi, Cécile. Et donc, moi, Cécile, responsable SEO pour la marque Santé Vet, la marque Bleu et Jimenjo, et puis ainsi que les marques à l'international de Santé Vet. Yes, on te voit toujours pas excessivement bien, Cécile. Donc, effectivement, si tu peux tourner un tout petit peu la caméra, ça serait vraiment cool, en fait, que les gens puissent mieux te voir. Voilà, comme dit Benjamin, Cécile n'est pas dans le cadre. Donc, bon, voilà. On va voir si l'audience adhère. Alors, pardon. Hop, on va passer à cette slide-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ta belle marque en te décalant un tout petit peu vers ta gauche, s'il te plaît? Alors, Santé Vet, c'est le spécialiste et le leader de l'assurance santé animale à destination des chiens, des chats et des nacs, les nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les furets, etc. En France et en Belgique. C'est une marque qui a été créée en 2003 et on fonctionne un peu comme une mutuelle humaine, c'est-à-dire qu'on rembourse les frais vétérinaires en fonction de la prise en charge qui est indiquée dans la formule qu'on a souscrit. Santé Vet, c'est 450 salariés en France et à l'international. C'est une présence dans 5 pays et c'est plus de 700 000 animaux assurés depuis la création de Santé Vet. Il y a plusieurs marques. Donc, il y a Santé Vet, qui est une marque premium, la marque Bleu, qui est une marque qui a été créée par des vétérinaires,
est racheté par Santévet fin 2018 et qui se démarque un petit peu par son expertise vétérinaire. Et ensuite, la marque Jim & Joe, qui est une marque pour le coup exclusivement digitale, créée en 2014. Ensuite, on a plusieurs services digitaux. Le service Payvet, qui est un service digital qui permet d'avancer 100% de la facture au moment de la consultation, donc à destination aussi bien des clients, mais pas que, également des non-clients. Et puis, la solution digitale Digivet, qui est une solution digitale pour accompagner les cliniques vétérinaires dans la gestion de leur activité. Donc, c'est un éditeur de logiciels vétérinaires. Voilà, pour faire un petit peu résumé de l'activité de Santévet. Et c'est plutôt exhaustif. Tu verras que notre équipe de modérateurs et modératrices s'est permis de changer les vignettes pour qu'on te voit mieux, puisque les gens dans l'audience se plaignaient de ne pas assez bien te voir. Donc, CMJ, on va en parler quand même en 2 mots. Donc, solution SEO de gestion, de production, d'optimisation des contenus et évidemment de suivi des KPI. On a la chance d'accompagner beaucoup de belles marques, dont Santévet évidemment, mais d'autres que vous voyez ici sur la slide. Je vais passer à la suivante parce que c'est quand même important. Dans le cadre du SEO Square 9, on a 1 mois supplémentaire offert pour toute nouvelle souscription à SMJ. Je vais y arriver. Et c'est aussi l'occasion de découvrir les grosses nouveautés de notre belle entreprise, Search Intelligence et les AI+ Suite avec le Brand Voice inclus. Et tous nos clients, il y en a ici qui sont connectés, ont eu le déploiement de leur Brand Voice aujourd'hui. Donc, ils vont pouvoir commencer à jouer avec. Donc, on va passer au sommaire là-dessus. Et donc, la présentation de Santévet. Ensuite, on abordera les enjeux et la concurrence, la typologie de contenu, la stratégie internationale, les conclusions et les préconisations de Cécile. Ça va être important. Donc, petite présentation du coup de la marque, les enjeux et les objectifs d'une stratégie de contenu pour le marché français vers l'expansion internationale. Et là, je vais laisser Cécile nous parler un petit peu de l'organisation au sein de l'entreprise, comment ça fonctionne, comment ça marche. Alors, comment on est organisé en interne sur notre stratégie édito et SEO, hein. Il y a 3 pôles qui font partie du département marketing, le pôle grosse, le pôle brand et le pôle offre. Et donc, le SEO est rattaché pour sa part au Head of Growth. Et donc, on a des experts sur chacun des leviers d'acquisition, dont 2 personnes en SEO. Et pour ce qui concerne plus particulièrement notre organisation pour la stratégie de contenu, on a et une partie internalisée et une autre externalisée. Alors, pour la partie internalisée, on a un rédacteur en chef pour Santévet France, Santévet Belgique pour la partie française, hein, et puis la marque Bulle Bleue, notre historique Claude. On a une responsable marketing international, des relais marketing pays, et puis des experts vétérinaires, bien sûr, en interne. Et pour la partie externalisée, on a plusieurs rédacteurs freelance qui sont spécialisés sur la thématique chien-chat, dont un vétérinaire. Ils sont tous rédacteurs SEO. Et puis, pour nous accompagner à l'international, on a une agence de rédaction qui rédige et publie tous nos articles sur nos différents pays. C'est une belle machine, c'est ça que tu es en train de nous dire. Oui. Et cette belle machine, elle a permis ça, notamment. On a tiré cette courbe de l'outil Ahref que vous connaissez pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, on voit la création de Santévet 2003, donc ça fait quand même un petit moment, donc 21 ans maintenant. Et il y a une grosse accélération SEO qui se fait à partir de 2022, aux alentours d'ailleurs de ton arrivée, Cécile. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette accélération en fait très, très soudaine? On voit que la courbe, elle était plutôt stable jusque-là. Et puis d'un coup, ça part vraiment dans la stratosphère. Alors, c'est une visibilité qui continue de monter depuis 2 ans pour plusieurs raisons. La première, qui est une raison importante, c'est qu'on a procédé à la refonte de tous nos sites, tous les sites Santévet. On a commencé par le site Santévet France, puis on a terminé dernièrement par le site Santévet Allemagne. Et du coup, on a profité, bien entendu, pour retravailler le SEO, pour retravailler le socle technique de nos différents sites, même s'il reste clairement encore beaucoup de choses à faire. Une autre raison, c'est qu'on a clairement amélioré la qualité des contenus publiés pour mieux respecter les critères EAT, avec des validations internes et vétérinaires pour les articles plus santé, avec des contenus qui apportent vraiment une vraie plus-value aux internautes, avec de vraies infos, des contenus qui sont sûrement plus clairs et lisibles, une mise à jour régulière des articles, parce qu'on sait tous que
que Google en fait est soucieux de la qualité et de la pertinence des informations qu'il propose aux internautes. Et puis aussi, un point important, c'est qu'on a des auteurs qui sont vraiment experts dans leur domaine. Si vous allez voir le profil de ces auteurs sur notre page, la home du blog, par exemple, eh ben, on a aussi bien un vétérinaire qu'un éducateur canin, qu'un médiateur animal, qu'une toiletteuse, que Claude, notre rédacteur en chef, qui est spécialiste chien-chat depuis des années. Voilà, c'est des raisons. On a aussi, bien sûr, augmenté la cadence de production, il ne faut pas se le cacher, diversifier le format de contenu. On va traiter aussi bien des contenus type article qu'infographie, que vidéo, que livret blanc, etc. Et puis, bien sûr, l'utilisation de CMJ pour booster notre perf. Moi, sans CMJ, clairement, je ne pourrais pas faire produire autant d'articles qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a quasiment triplé notre production de contenu, voire même plus pour certains sujets. Et puis, la dernière raison, c'est le contexte. En fait, on accorde quand même de plus en plus d'importance à nos animaux de compagnie. Et aujourd'hui, on a 15 millions de chiens à peu près en France, 7 millions de chats, et puis sans compter les multipossesseurs. Et on sait tous que, par exemple, les chiens coûtent cher à l'achat, certes, mais pas que, en soins médicaux aussi. Et on a aussi certaines races, comme par exemple le bulldog français, qui va être plus sensible aux maladies chroniques ou autres, d'où un intérêt accru des internautes, tout simplement pour le sujet conseil médical et des soins, en fait. Donc beaucoup de travail. On va voir que ça paye. Je change de slide pour montrer celle-là. C'est le nombre de mots-clés organiques qui sont positionnés sur le .com. Le .com, c'est le site français, c'est le site principal. Donc il y a 203 000 mots-clés qui sont positionnés côté santé vet. Et la donnée qui fait mal, en fait, mais qui fait du bien, évidemment, en même temps, c'est ce 49 541 de mots-clés qui sont dans un top 10 Google. Donc on a près de 25% des mots-clés qui sont positionnés en top 10 Google. Et on en avait déjà parlé, mais comment est-ce que tu peux expliquer ce qui apparaît comme un miracle, mais c'est pas un miracle, c'est de la science là. Oui, c'est pas un miracle, c'est sûr. Alors on va juste s'assurer en fait d'être présent sur à peu près tous les leviers, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'assurer d'être visible dans toutes les recherches qui sont liées à notre marque, c'est-à-dire qu'on va travailler des mots-clés de type je sais pas, santé vet assurance animaux, santé vet feuille de soins, santé vet espace client, etc., etc. On va faire en sorte de conserver toujours notre position numéro 1 sur tous nos top mots-clés business. Donc, clairement, à travers notre home et notre page offre, essentiellement. Et c'est une typologie de mots-clés qui est en fait très, très importante aujourd'hui parce que cette typologie de mots-clés business, elle va avoir un impact en fait commercial direct sur les leads, que ce soit des demandes de devis, des rappels téléphoniques. Alors là, je parle de mots-clés type assurance chien, assurance chat, assurance vétérinaire, assurance chaud, etc., etc. Et puis, bien sûr, on va travailler un troisième levier qui est la longue traîne, bien sûr. Alors là, ce sont des mots-clés qui sont effectivement moins recherchés, mais des mots-clés qui vont venir en fait en soutien aux mots-clés business qui, eux, sont très compétitifs. Clairement, avec juste une landing sur assurance chien, on aurait du mal vraisemblablement à garder notre position. Et donc, ces mots-clés longue traîne qui vont cibler les propriétaires d'animaux de compagnie qui sont à la recherche de contenu informatique, qui vont vraiment nous aider à générer du trafic, de la notoriété. Voilà, et des mots-clés type long train, ça va être des mots-clés sur les races de chiens, sur, je ne sais pas moi, la teigne chat, la conjonctivite chat, les pieds des chiens, etc., etc. Ouais, on va en reparler. Je montre cette courbe-là, elle est tirée directement de ta plateforme CMJ. C'était la donnée globale qu'on avait sur la slide d'avant. Ici, je montre l'accélération en fait qu'on voit dans les 329 mots-clés que tu vises avec la plateforme CMJ. Et on voit l'accélération, notamment, vous voyez la barre jaune, en fait, c'est les top 3. Donc, regardez en fait l'accélération de la prise de position en top 3 par Santé Vet sur des contenus hyper optimisés. Et si on rassemble avec la barre bleue foncée, regardez la proportion de top 10, c'est tout simplement surréaliste. Je te laisse commenter si tu veux, Cécile. Oui, alors un succès, oui, dû déjà à notre marque historique, en fait. Le domaine de Santé Vet, il date quand même de 2003, donc plus de 20 ans. Entre-temps, il a su imposer en fait une vraie notoriété auprès des propriétaires d'animaux, des partenaires divers, mais aussi bien sûr auprès de Google. Et puis, c'est une organisation éditoriale, je dirais, en fait, aux petits oignons, avec un calendrier éditorial qui est planifié sur plusieurs mois, au minimum 3 à 4 mois à l'avance. Là, je suis déjà en train de travailler les contenus qu'on va produire cet hiver, 2025,
Alors, on se laisse bien sûr de la marge pour les actualités propres aussi aux offres SantéVet, par exemple. Hein. C'est aussi une prod de contenu qui est vraiment adaptée aux préoccupations des propriétaires d'animaux véritablement. Et puis, l'outil SEMJ, j'en ai parlé tout à l'heure, qui nous aide à booster notre production de contenu, mais qui nous aide aussi à mesurer les résultats de nos efforts. Et ça nous aide à comprendre clairement les contenus qui performent de ceux qui ne performent pas, parce que tout ne marche pas. Voilà, c'est essentiellement ça. Après, attention, c'est une très très bonne chose de positionner un nombre croissant de mots-clés dans le top 10, clairement. Mais il faut vraiment bien garder à l'esprit que l'objectif derrière, c'est de générer du lead. Hein. Donc, générer du trafic, certes, mais générer des leads tout de suite derrière. Quoi. Ok, très bien, très clair. Je vois que ça commente beaucoup, beaucoup dans le chat. Et oui, Cécile l'a expliqué, elle utilise évidemment beaucoup l'outil effectivement SEMJ, dont on voit ici la courbe de clics. On n'a pas mis le nombre de clics exact pour des raisons de confidentialité que vous comprendrez très bien. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Ce qui est important, c'est regarder tout simplement. Tu es avec nous depuis plus d'un an et on voit que ta courbe, elle est toujours en très très forte progression à plus 117%. Donc sur une première année, ce serait peut-être moins étonnant, mais ça reste le cas sur une deuxième année. Comment est-ce que tu fais pour garder ce rythme vraiment très, très en progression constante comme ça? Alors, garder le rythme, clairement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut produire du contenu en nombre, mais pas que. Il doit être de qualité pour que Google positionne ton site en tant qu'expert sur ta thématique. Si je parle par exemple de la thématique que j'ai traitée dernièrement, allergie chat, il va falloir vraiment couvrir toutes les requêtes sur le sujet, aussi bien, je ne sais pas, l'allergie au chat, l'allergie du chat, les symptômes, les traitements, les types de races de chats hypoallergéniques et j'en passe. Il faut vraiment être exhaustif sur son sujet pour prendre davantage de place dans les résultats de recherche de Google et puis créer davantage de portes d'entrée vers le site. C'est ce qui explique cette courbe croissante, à savoir aussi qu'on a quand même effectivement traversé aussi quand même, je dirais, trois grosses zones de danger cette année avec certes la refonte déjà pour commencer, parce qu'une refonte c'est un danger. Et puis, deux grosses mises à jour de l'algorithme de Google en mars et en août dernier, qui nous ont fait du souci, mais on s'en est plutôt bien sorti, effectivement. Et puis, je pense aussi, une autre des raisons, c'est qu'on respecte autant que possible les critères de l'EAT, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est d'autant plus important dans notre domaine qu'on traite quand même d'un sujet qui est sensible, qui est la santé. Et donc, pour nous, c'est vraiment très important de respecter les bonnes pratiques en termes de SEO et de contenu, quoi. Hein. Oui, et pour rappel, tu le fais bien de me le signaler, hein, la Mars Core Update et la August Core Update s'intéressent énormément à la qualité des contenus, à leur pertinence, ces contenus qui sont aidants pour les utilisateurs. Et on voit sur la courbe que toi, tu passes à travers le tourbillon Core Update de manière assez magistrale. Alors, je mets toujours pour donner un petit peu de contexte sur les contenus CMJ, la progression sur un an. On voit que tu as aussi une stratégie de réoptimisation de certains de tes contenus. On va en reparler tout à l'heure, puisque les petits points rouges, c'est les actualisations. Comment est-ce que tu fais pour savoir quel contenu tu optimises, tu réoptimises, quelle est ta temporalité par rapport à ça? Comment est-ce que tu fais? On travaille, oui, on va travailler 2 tiers d'optimisation pour 1 tiers de création, en gros. Mais c'est vrai que actualiser son contenu régulièrement est plutôt très très important pour les utilisateurs, hein, pour améliorer l'engagement utilisateur et les taux de transfo, puis les fidéliser. Pour Google, c'est très important parce que un contenu qui est toujours complet, qui est à jour, ça va renforcer notre expertise à ses yeux. Et puis je dirais qu'on accorde beaucoup d'importance aussi à actualiser les contenus, tout simplement aussi pour le budget, parce que mettre à jour un contenu, ça coûte quand même moins cher que d'en créer un nouveau. Là, tu peux voir pour l'être chien 2024, on l'a actualisé du coup 2 fois en assez peu de temps parce qu'on s'est rendu compte qu'on collait pas exactement qu'on collait plus exactement à l'intention de recherche et donc on l'a réactualisé. Et puis je crois aussi qu'on accorde aussi beaucoup d'importance au scoring CMJ. Je sais que CMJ préconise un scoring 75 de minimum. Moi, chez SantéVet, on demande d'aller quasiment au maximum. Hein. Un scoring de 100, 95, 90, 100 pour les contenus FR, peut-être tout petit peu moins exigeant pour les contenus internationaux, mais on a effectivement
une demande de scoring CMJ assez élevée en fait. Tout à fait, on le voit ici sur les scores. Et un petit peu de patience, Jérôme, on va arriver à l'international, mais on part de la France. Tu comprendras pourquoi. Donc les opportunités de contenu à travailler ici, je sais que tu utilises pas mal ça, notre outil page avec les classements par potentiel de clic, autant que les opportunités de contenu qu'on va voir tout à l'heure. Donc tu travailles beaucoup dans la plateforme pour détecter les opportunités. Oui, alors je vais déjà m'intéresser au potentiel de clic. Là, vous voyez sur la droite le potentiel de clic avec le premier sujet, pré-castration chien, avec les cinq ronds qui sont bien remplis. Ça veut dire que c'est un sujet qui est intéressant à travailler au regard de l'effort à fournir, en fait. Et c'est un article qui va être considéré comme prioritaire par SMJ et qu'on va traiter effectivement en priorité. Je vais m'intéresser effectivement aussi à la position moyenne de l'article sur le mot-clé principal, clairement, hein, en utilisant le filtre de SMJ. Et puis, je vais m'intéresser aussi aux mots-clés avec un petit volume de recherche. Là, je vois dessous, mon chien me suit partout avec 480 recherches mensuelles. Clairement, c'est un sujet qu'il faut traiter parce que les mots-clés à faible volume je pense, sont souvent oubliés alors que c'est une mine d'or SEO parce que ce sont des termes en fait que peu de personnes recherchent, qui génèrent certes souvent peu de trafic, mais qui sont des mots-clés tellement spécifiques qui sont généralement très très proches du point d'achat. Et ce sont souvent des articles qui génèrent un taux de conversion plutôt élevé, donc il ne faut pas les oublier, ceux-là. Exactement, et on a pas mal de questions par rapport à ça aussi dans le chat. On verra pour les réponses tout à l'heure. Et tu utilises aussi notre outil idée de contenu qui te permet notamment de travailler sur la création des cocons sémantiques, me semble. Oui, alors cet onglet idée de contenu est plutôt génial parce que ça te permet de trouver des requêtes connexes et d'englober une thématique au maximum en 3 clics. Enfin, j'exagère un petit peu, mais ce travail d'analyse, si tu le fais avec un outil comme Ahref ou SEMrush, moi, je vais y passer la journée pour faire construire un cocon sémantique. Là, c'est fait en quelques clics. C'est-à-dire qu'à partir d'une thématique créée, par exemple, là, je vois allergie chien, ce module va te permettre en fait, d'identifier très facilement des mots-clés connexes qui ont un intérêt en fait, stratégique pour notre trafic. Et donc, à gauche, là, on voit les thématiques à traiter. Ensuite, on voit l'onglet articles qui va te permettre de savoir quel contenu éditoriaux créer, les mots-clés sur lesquels les concurrents se positionnent et s'en t'ébêtent pas, la difficulté du mot-clé éventuel, on voit aussi la tendance, on peut ajouter des sujets qu'on veut traiter dans le planning. Donc franchement, oui, clairement, c'est intéressant. Puis ça permet de créer un cocon sémantique, comme je le disais, en rien de temps, quoi, hein. Exactement. Et là, on n'a pas montré le mind mapping et plein de choses, mais on n'est pas non plus là pour faire toute la publicité de la plateforme. Un exemple de contenu dont on a pas mal parlé quand on a préparé ce webinaire, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce fameux Lettre Chien 2024. Tu avais des petites anecdotes à me raconter là-dessus, notamment si vous faites attention à l'URL. Je pense que dans le chat, ça réagirait en disant, mais attention, normalement, on ne date pas une URL, mais tu m'as raconté une anecdote assez intéressante avec cette page. Parce que oui, effectivement, généralement, on ne date pas l'URL pour pouvoir la réactualiser et puis pouvoir conserver la popularité que l'article a accumulée. Mais en l'occurrence, les années précédentes sont toujours recherchées. Si je me mets à chercher dans SEMrush ou dans Ahref le nom de chien 2023, aujourd'hui, ça génère toujours, je crois, entre 800 et 1000 recherches mensuelles. Donc, du coup, effectivement, on ne réactualise pas cet article, mais on en crée un nouveau. D'ailleurs, on va en créer un nouveau pour 2025. Pour 2025. Et parce qu'il y a les gens, effectivement, reviennent sur ce type d'article. On s'intéresse un peu à Bulle Bleue aussi, dont tu as parlé en introduction de ce webinaire. C'est quoi la stratégie quand on a Santé Vet, on a Bulle Bleue, puisque là, on voit qu'on a un article sur les anti-inflammatoires. C'est quoi la stratégie éditoriale de Bulle Bleue par rapport à Santé Vet? Est-ce qu'il y a un risque de cannibalisation d'un site ou l'autre? Comment est-ce que tu procèdes? En fait, Bulle Bleue, déjà, c'est une marque qui a été, comme je disais tout à l'heure, en tout début de webinaire, qui a été créée par des vétérinaires. Donc, on va d'abord s'efforcer on va créer plus facilement des contenus médicaux sur le site de Bulle Bleue. Et puis ensuite, on regarde aussi les sujets qui performent sur le site de Santé Vet, qu'on va aussi adapter au blog de Bulle Bleue. Et puis, si un article Bulle Bleue se positionne avant celui de Santé Vet sur une même requête, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est le même groupe, donc il n'y a pas de souci particulier. Oui, en soi, si tu prends les 3 positions, les Santé Vet, Bulle Bleue et Jimenjo, tu serais contente. Oui, effectivement. Voilà.
On peut comprendre pourquoi. Donc, alors, on va passer justement à l'international. Je sais qu'il y a des gens qui le demandaient, mais d'abord, on montre justement les top pages en France au moment où on a préparé le webinaire. On voit qu'on a un conseil santé, qu'on a un contenu RAS. Tu nous as expliqué justement qu'il fallait se diversifier dans les contenus, que tu abordes une grande variété thématique. Donc, tu vas vraiment travailler tous les conseils santé possibles et imaginables et tous les contenus RAS possibles et imaginables, ou est-ce que tu sélectionnes? Comment est-ce que tu fais? Bah, on les sélectionne bien sûr, mais clairement, on va essayer d'être exhaustif sur la thématique. On travaille les pages RAF parce que tout simplement, les conseils santé vont être différents selon les races. Il faut d'abord en fait soigner sa page race et ensuite décliner les conseils médicaux inhérents à cette page race. Donc effectivement, ce sont deux types conseils santé et page race sont effectivement deux thématiques qu'on travaille beaucoup, qui nous apportent beaucoup de trafic effectivement sur le site. Concernant les pages RAS, on a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est en cours. Parce qu'il y en a un paquet. On va voir, bah voilà, on passe un petit peu maintenant sur le volet un peu plus international. On va voir des différences marchés, puisque là, on a pris par exemple la top page en Allemagne, la top page en Espagne. On voit que on va retrouver de la santé, on va retrouver de la race. Par contre, c'est pas du tout les mêmes. Donc concrètement, ça veut dire que tu peux pas prendre tes contenus de la France, les porter directement sur l'Allemagne ou l'Espagne. Donc comment est-ce que tu fais pour identifier en fait ce qui est ta opportunité sur les autres marchés, notamment l'Allemagne et l'Espagne, qui sont deux gros enjeux pour toi? C'est vrai que les typologies les typologies sont quand même sensiblement les mêmes, mais les contenus sont différents. On va s'aider tout simplement d'une analyse sémantique et concurrentielle, et puis aussi des retours des locaux sur place. Clairement, culturellement, tu as des personnes, en Allemagne ou en Espagne ou dans un autre pays, on va préférer telle ou telle race. Donc effectivement, on s'appuie sur les locaux sur place pour nous orienter plus sur la typologie de contenu qu'il faut créer et quel type de race il faut plutôt travailler d'abord plutôt qu'une autre. Et puis, on a des outils SEO qu'on connaît tous qui nous aident aussi à orienter notre stratégie. Donc de la remontée de terrain de personnels locaux pour justement identifier les affinités. Clairement. Et donc là, on va passer aux courbes. Les courbes sur le marché français, donc on l'a vu, sur le marché français, c'est assez démentiel et on a vu l'accélération. On voit que par contre, si Santévet est leader sur le marché français, on est un peu plus outsider sur le marché allemand, voire beaucoup plus outsider sur le marché allemand et aussi outsider sur le marché espagnol. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, clairement, c'est un comparatif qui montre vraiment clairement qu'on peut être un acteur majeur implanté depuis 20 ans sur un marché, en l'occurrence celui français, et être outsider sur les autres. Le travail à fournir va être important, va être plus important. En France, on ne va pas oublier qu'on est une marque historique, on a 20 ans d'expérience. Donc, c'est pas si simple que ça d'aller sur un autre marché. Le marché allemand, par exemple, c'est un marché très, très mature, bien plus que le marché français, dans le domaine de l'assurance santé animale. Et le marché allemand, c'est le marché français dans 10 ans. Donc, du coup, c'est pas facile. Et puis, on est arrivé sur le marché allemand plus tard. On est arrivé sur le marché allemand fin 2020. Donc, clairement, c'est pas si facile. Et puis, le marché espagnol est plus, entre guillemets, je parle avec des guillemets, est un petit peu plus facile de pénétrer parce que c'est un marché qui est un petit peu moins développé que le marché français, qui lui-même est nettement moins développé que le marché allemand, en fait. Donc, oui, effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a aussi une explication, on va le voir, c'est le patrimoine de contenu. Le patrimoine de contenu entre la France et les autres marchés, pour l'instant, il n'a rien à voir puisqu'on est quasiment sur du x10, 3090 articles sur le site français et 10 fois moins sur le site allemand. Est-ce que ça explique aussi ce côté outsider? Si tu accélères la production de contenu, est-ce que tu vas prendre des parts de marché? Comment est-ce que tu vois les choses? Oui, après, tu as des concurrents en Allemagne qui sont très très costauds, qui sont de la hauteur de la marque Santé Bête, mais en Allemagne, donc oui, pas facile. On est arrivé aussi, comme je disais tout à l'heure, plus tranquillement en Allemagne, fin 2020, c'est ce qui explique, plus de 3000 articles sur Santé Bête France, mais on y est aussi, et on est là depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. Donc, et puis Santé Bête Espagne est arrivé fin 2017, et c'est ce qui explique aussi un nombre moins d'articles publiés, oui. Donc ça te donne aussi un énorme patrimoine que tu peux exploiter en fonction des opportunités. Voilà, effectivement.
Donc très, très, très chouette. On va voir un petit peu le top 10 sur, par exemple, je crois que c'est Assurance Chien de mémoire sur lequel on avait fait le comparatif, où on voit l'écrasante domination de Santé Vet sur le marché français. Première position, Santé Vet, deuxième position, Bulle Bleue. On retrouve un Santé Vet en sixième position. Par contre, sur le marché allemand, on n'a pas les mêmes acteurs qu'en France. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, alors que ça l'est un peu moins sur l'Espagne. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Tu as des concurrents en Allemagne qui, pour certains, ils existent depuis autant d'années que Santé Vet en France, qui sont des gros poids lourds sur le marché, avec du coup beaucoup plus de pages indexées que Santé Vet Allemagne, hein, et qui, pour le coup, par conséquence, ils couvrent aussi un plus grand panel de mots-clés, tout simplement, en fait, hein. Donc, oui, le marché allemand, je le répète, on a du travail, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et puis aussi, voilà, il faut un budget aussi édito bien, bien supérieur, quoi, hein. Voilà, les Allemands, vous êtes prévenus, Santé Vet arrive, attention. Donc, il va falloir faire très, très attention à ça. On a fait aussi, quand on a préparé le webinaire, on regardait un petit peu les pages, on regardait un petit peu les sites, et on a vu des différences UX qui sont quand même assez importantes, et des différences culturelles dont tu nous as parlé, notamment cette question de prix qu'on n'a pas en France et qu'on a en Allemagne qui apparaît. Oui, alors en Allemagne, on est plus sensible au prix, effectivement, qu'en France. Après, on fait aussi des tests, hein. Donc là, en l'occurrence, on teste, on regarde ce que ça donne, indiquer le prix, voir si ça va influencer ou pas le taux de clic. Oui, mais clairement, tu ne peux pas prendre ta vignette française et puis la dupliquer d'un marché à l'autre, de même que les menus ne sont pas exactement les mêmes, on ne traite pas le même sujet, les CTA ne sont pas les mêmes. Oui, il faut travailler aussi, pas que le contenu édito, mais aussi travailler toute la dimension UX, en fait, hein. Il faut faire attention à tous les volets, absolument à tout. Évidemment, les gens ne cliquent pas d'une culture à l'autre sur les mêmes choses, ne sont pas sensibles aux mêmes interfaces. Exactement. Ils ne sont pas sensibles non plus aux mêmes questionnements. On l'a vu, tu vas nous en parler ici. Donc, on a vu qu'il y avait ces typologies de santé, ces typologies race. Et là, on voit par exemple que sur les top mots-clés entre le site français, donc le .com, le site allemand et le Espagne, on ne fait pas du tout remonter en fait les mêmes top mots-clés. Ça n'a même pas grand-chose à voir. Même si les typologies sont proches, il ne faut pas du tout travailler les mêmes mots-clés. Ah oui, clairement, oui, oui, oui. Ici, un site ne va pas se positionner sur le même mot-clé d'un marché à l'autre. Et effectivement, les différents sites de Santé Vet, ils génèrent du trafic sur des mots-clés très différents. On peut trouver quand même des similarités, hein. Là, je vois piqûre de guêpe en France, en Allemagne, mais oui, mais clairement, avant de te dire que je vais adapter mon contenu en allemand ou en espagnol, il faut d'abord vérifier que la problématique déjà existe bien sur les autres marchés, quoi, hein. C'est pareil, là je vois la race de chien Canet Corso, elle est plus populaire en Espagne, donc effectivement, oui, chaque site génère du trafic sur des mots-clés vraiment, vraiment différents. Oui, elle est populaire en Espagne et même en Allemagne, mais pas sur la même dénomination, comme nous fait le remarquer le chat. On est sur vraiment une dénomination chien d'attaque, notamment en Allemagne. J'espère que tu es prête, Cécile, parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, dans l'onglet questions. On les voit là qui apparaissent. Donc, ça, c'est plutôt très chouette. On va s'intéresser aussi un petit peu à ta méthode de production. Et je vais juste finir sur ces mots-clés ici, puisque tu nous avais aussi expliqué qu'il y avait parfois des enjeux de santé. Il ne faut pas forcément porter le contenu de manière bête et méchante, puisque parfois il y a des questions de santé qui n'apparaissent pas d'un pays à l'autre. Notamment, on avait parlé de la piqûre de guêpe et il y avait des marchés sur lesquels il n'y a pas Oui, cet enjeu. oui, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Tu l'as justement souligné, c'est clair, c'est très vrai. Ouais. Oui, donc faire très très attention à ce que l'enjeu santé, il existe en fait sur le marché sur lequel on souhaite aller, sinon on est en train de perdre son temps à rédiger un contenu qui n'aurait pas de sens. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de ta méthode de production éditoriale? Donc, est-ce que tu réinventes la roue? Est-ce que tu utilises quelque chose d'assez classique? Finalement, comment tu fais? Je sais que ça va intéresser beaucoup l'audience puisque c'est une grosse machine. Donc, comment est-ce que tu fais? Alors, réinventer la roue, non. On va commencer par un audit sémantique avec une analyse concurrentielle pour bien définir sa cible, définir les types de contenus que tu vas produire selon ta cible, si c'est une page article, une landing, une vidéo, etc. Tu ne vas pas rédiger pour un client, un prospect qui veut juste s'informer aujourd'hui. Tu vas plutôt rédiger une typologie de format type article ou tuto ou une infographie, pourquoi pas. Mais pour celui, par exemple, qui est prêt à acheter, tu vas l'aider à décider quoi acheter. Donc là, tu vas retravailler plus une page type service ou produit ou un article lié au coût ou une page FAQ liée au coût.
Donc, en fait, voilà, il y a différentes leviers qu'il faut travailler. Ensuite, effectivement, il y a la recherche de mots-clés. Ça, c'est une étape qui est vraiment cruciale, qui peut paraître assez simple de premier abord, mais qui est très, très importante parce que c'est vraiment, en fait, grâce aux mots-clés qu'un internaute va pouvoir trouver la page qui correspond exactement à sa requête au milieu de milliards d'autres pages, en fait. Et c'est d'autant plus important à l'international, cette recherche de mots-clés, que les mots n'ont pas forcément le même sens dans une langue ou dans une autre, parce que aussi la popularité d'un mot-clé, tout simplement, n'est pas identique partout, en fait. Hein. Et donc, on va retravailler la sélection de mots-clés de différentes manières. On va travailler les mots-clés qui sont déjà plutôt bien positionnés. Donc là, on va plutôt remettre à jour le contenu, renforcer le maillage interne, clairement. On va travailler des mots-clés qui sont mal positionnés aujourd'hui. Donc là va se poser la question, est-ce que mon contenu est assez précis? Est-ce que mon contenu répond parfaitement à l'intention de recherche? Oui, non, ou dans ce cas-là, il faut vraiment le retravailler. Et puis, on va retravailler des mots-clés sur lesquels, bien sûr, nos concurrents sont présents et nous, non. Et là, on va clairement créer les pages qu'il faut, dont on a besoin, si notre offre, bien sûr, le permet. Ensuite, on va effectivement créer le brief. Alors là, c'est merci SMJ parce que l'outil nous aide énormément à créer les briefs. Tu peux t'imaginer que si je devais créer des centaines et des centaines de briefs par mois, c'est pas possible, j'ai pas assez de temps. Donc, clairement, l'outil va nous aider dans ce sens. Et puis ensuite, on va envoyer en rédaction, donc auprès de nos freelances ou alors auprès de notre agence de production internationale. Et puis, faire de la relecture et du correctif. Alors, parfois, pour des articles Santé Bête France, ils vont être très, très bien relus, validés en interne, validés par plusieurs personnes. Ensuite, on peut décider aussi d'adapter ce contenu à l'international. Et donc là, la relecture sera un peu plus légère, si tu veux, quand le sujet existe déjà en France et qu'il a en plus déjà été optimisé dernièrement. Et puis ensuite, on va donc, comme je disais, traduire et adapter ou créer. Tu as des contenus qui peuvent tout simplement être traduits mot à mot, je pense à des définitions, des infographies, des vidéos. Tu en as d'autres qui doivent être vraiment adaptés et d'autres qui doivent vraiment être créés from scratch, en fait, hein, tout simplement. Tout à fait. N'hésitez pas à aller voter sur les questions qui vous plaisent le plus. On utilisera aussi les votes pour trier un petit peu les questions. Il y en a déjà 41. On ne pourra évidemment pas répondre à toutes. Il y a eu une question il n'y a pas longtemps, je ne sais plus de qui. Si, Ludo. Ludo nous a posé une question sur le maillage interne et j'ai trouvé ça très cool. Elle est tombée au bon moment, sa question, puisqu'on en parle ici. C'est important, c'est un peu un combat de tous les jours aussi d'éveiller à ça, l'importance en fait du maillage interne. Quand on a préparé le webinaire, on a vu que chez toi, c'est quand même hyper intéressant puisque sur ta page Assurance Chat, tu as 164 liens éditoriaux qui envoient du jus sémantique vers ta page Assurance Chat et 246 sur ta page Assurance Chien. Comment est-ce que tu fais? Est-ce qu'à chaque fois que tu crées un contenu éditorial, il y a un lien forcément vers la page pilier? Clairement, effectivement, on fait beaucoup de maillage et beaucoup de maillage qui renvoient vers les pages piliers. C'est du travail, c'est fastidieux, je dirais, parce que le maillage interne, c'est pas forcément tout le temps très drôle, mais en tout cas, ça paye. Si vous maillez bien votre contenu vers la bonne page pilier, franchement, je pense que ça apporte des bons résultats. Donc, effectivement, c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites côté Santé Vet et souvent on voit que c'est pas totalement le cas, même sur de très gros sites, les pages piliers sont rarement soutenues par autant de liens qu'ici. J'en profite d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, une petite publicité pour mes collègues Charlet et Jérémy qui présenteront demain à la 10h30 un webinaire sur la maîtrise du maillage interne pour booster le SEO. Je sais que Charlet, il est dans l'audience, il sera content, mais c'est important parce que justement, c'est le sujet du maillage interne, il est vital, je pense que tu en conviendras, Cécile. Clairement, oui. Voilà, donc ça c'est très chouette, on est dans les temps, c'est plutôt très, 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 très bien. Ça va être à toi de nous donner un petit peu 3 conseils justement pour produire à l'international. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions par rapport à ça dans le chat. Je te laisse la main sur les 3 conseils que tu vas donner à l'audience. Alors, le premier, ce serait d'abord de lancer une étude sémantique avec analyse des concurrents. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Bien sûr, il est possible de se limiter à des simples traductions au cas par cas, mais c'est quand même important de lancer ce type d'étude
parce qu'il faut vraiment... en fait, la réussite globale de notre stratégie de contenu multilingue, elle va vraiment dépendre de notre capacité en fait à adapter nos contenus au public et aux problématiques locales. Donc, c'est vraiment, faut pas seulement traduire, mais bien proposer des contenus qui sont pensés pour cette cible locale, en fait. Hein. Deuxième conseil, ce serait plutôt adapter plutôt que traduire. Hein. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans la mesure du possible, adapter plutôt que traduire. C'est effectivement traduire sera d'un moindre coût, mais adapter va vous permettre d'avoir des résultats plus pertinents et plus importants. Ensuite, confier sa prod de contenu à des experts pour clairement pouvoir délivrer qualité et volume en temps et en heure. Et c'est ce qu'on fait avec notre agence de production de contenu pour l'international. Et puis, voilà, le dernier petit conseil, bien sûr, mettre en place des balises hreflang pour pouvoir indiquer en fait les autres versions linguistiques de notre site à Google, tout simplement. Cécile, tu as été parfaite puisqu'on est à la minute près dans les temps en fait sur ce webinaire et on va pouvoir passer aux questions. Donc je vais passer sur la slide suivante et on va effectivement maintenant répondre à quelques questions qu'on va prendre dans notre petit onglet questions ici. Je te propose qu'on regarde un petit peu par nombre de votes si tu veux bien. Est-ce que tu veux que j'en sélectionne une ou est-ce que tu veux regarder toi-même? Vas-y. Je sais qu'il y a eu notamment beaucoup de questions. Je vais la prendre celle-là parce que je l'ai vu énormément passer. Est-ce que tu utilises de l'intelligence artificielle? Ah oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr, on l'utilise. Oui, on l'utilise pour tout simplement pour rédiger automatiquement des briefs. Ça, c'est sûr, ça nous fait gagner énormément de temps. Et ça permet aussi aux rédacteurs de se concentrer davantage sur leur valeur ajoutée, c'est-à-dire sur leur expertise métier. On va utiliser l'IA pour des plans de contenu, pour générer des titles, des méta, pour trouver davantage d'articles sur un sujet. Oui, clairement, on va utiliser l'IA. Par contre, on ne publie pas de contenu 100% rédigé avec IA sur le blog de SantéVet, clairement non. On a recours à l'IA, mais on a besoin des rédacteurs pour valider, pour ajouter leurs propres données, pour ajouter des exemples qui témoignent de leur expérience, pour ajouter le tone of voice de la marque SantéVet. Voilà. Donc, on utilise l'IA, mais clairement loin d'être à 100%. Bien sûr que non. Voilà. J'ai une autre question, elle est de Cédric. Comment est-ce que vous organisez la traduction de vos contenus? Traducteur spécialisé en rédaction SEO, première traduction via IA, traduction auto, relecture. Comment est-ce que vous faites? Alors, oui, pour la traduction, on travaille essentiellement avec une agence de production de contenu qui a ses propres rédacteurs sur chacun des marchés. Et donc, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le terme traduction parce que je parlerais plus d'adaptation, en fait. Je fais traduire très peu de contenu FR versus des contenus que je vais faire traduire en allemand ou en espagnol ou en Italie. Je préfère vraiment parler d'adaptation et pour pouvoir utiliser le wording linguistique qui va bien, en fait. Je ne suis pas à l'aise avec le terme traduction. Je traduis peu, en fait, mais j'adapte. En fait, d'ailleurs, on l'a bien vu dans la slide de patrimoine de contenu où tu as 3090 articles sur le site français. Si tu voulais bêtement traduire, tu pourrais clairement générer de l'IA, faire 3000 contenus sur l'Allemagne, l'Espagne. Ce n'est pas du tout ta stratégie. J'ai fait un test, hein. Je me suis amusée à faire des tests, à faire optimiser des articles français, les faire relire, les faire valider en interne, donc des articles français qui étaient vraiment optimisés aux petits oignons. Je les ai envoyés en traduction, donc sans passer bien sûr par l'outil CMJ, sans passer par aucun outil, simplement par une agence de traduction. Alors, ces articles se sont positionnés, mais se sont pas bien positionnés en fait. Ils étaient non, j'étais pas du tout dans le top, même pas dans le top 10 quoi. Parce que c'était pas le bon wording qui était utilisé, je pense tout simplement. Hein. Parce qu'on doit adapter plutôt que traduire de manière bête et méchante. C'est le Voilà. message que tu nous fais passer. Voilà. On n'a pas pensé à afficher les questions tout à l'heure, excusez-moi. Que faites-vous quand un contenu ne fonctionne pas? Est-ce que vous le supprimez? Est-ce que vous l'écrivez de nouveau? C'est quoi la stratégie? Nous demande Julien. Il a eu beaucoup de votes, Julien, sur cette question. Oui, quand un contenu ne fonctionne pas, je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc, je vais faire un certain nombre de checks, vérifier déjà si le contenu répond
à l'intention de recherche, déjà, première chose. Je vais vérifier les titles, je vais vérifier le méta, je vais vérifier le maillage, je vais vérifier un certain nombre de points. Et puis, si vraiment ce contenu ne fonctionne pas du tout et que je vois qu'il y a un contenu sur une thématique similaire avec un autre mot-clé qui fonctionne mieux, oui, je peux finir par faire une redirection, éventuellement, une redirection 301. Mais d'abord, je vais quand même aller vérifier si ce contenu, est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de l'optimiser. Est-ce que, voilà, ça peut être aussi je vais checker aussi toutes les images, vérifier qu'il y a bien les images alt sur toutes les images, enfin, tout le check SEO, le balisage, enfin, je vais vraiment vérifier une dizaine de points SEO avant de me dire je passe à une autre action, en fait. Merci pour cette réponse. Alors, je prends une autre question, je la trouve intéressante. On a parlé de cocon sémantique. Comment est-ce que vous avez structuré votre cocon sémantique pour définir vos mots-clés top business? Alors ça a été fait avant même que j'arrive. Les top mots-clés business, ce sont les mêmes depuis bien longtemps. Là, c'est vraiment, on n'a pas besoin de les définir au travers d'un concours sémantique. Les top mots-clés business, voilà, ça a été fait vraiment, comme je le dis, bien en amont. C'est pas mon arrivée qui a changé le choix des top mots-clés business. Après, bien sûr, il faut les surveiller. Il y en a qui peuvent évoluer, il y en a qui peuvent, mais les 98% des top mots-clés business sont les mêmes depuis un bon moment, en fait. Ok, très bien. On a pas mal de questions qui sont très bien et très votées. Je prends celle-ci aussi. Est-ce que vous créez une landing SEO pour chaque mot-clé de longue traîne ou est-ce que vous travaillez plusieurs sur une même page? Comment est-ce que tu fais, nous demande Christopher. Attends, chaque mot-clé de longue traîne. Non, chaque mot-clé de longue traîne, non. Les landing SEO, elles sont plutôt en nombre réduit. Par contre, on va accompagner une landing SEO par plusieurs pages articles sur la même thématique. Et là, on va utiliser des mots-clés longue traîne. Mais on ne fera pas une landing SEO pour chaque mot-clé longue traîne. Non, effectivement, non. Ça marche, merci pour cette réponse. Celle-là, elle est très simple, mais finalement, elle est très intéressante. Elle a été posée, je crois, à plusieurs reprises, me semble-t-il, dans le chat pendant que nous parlions tout à l'heure. Combien est-ce que tu produis de contenu mensuel? Est-ce qu'il y a un rythme? Ah oui, c'est très tambouille interne. Je sais que tu vas peut-être pas Ah ouais. vouloir donner Je le peux vrai donner le chiffre. chiffre. Je peux pas vous donner le chiffre, mais ça se compte, oui, c'est pas des centaines et des centaines, mais c'est un nombre important, très C'est important. ciblé, et c'est bien C'est plus ciblé. ciblé. Et alors effectivement, sur le marché français, on va produire plus que sur les marchés à l'inter. Tout simplement, c'est une question de stratégie business. Mais ça, c'est un chiffre que je peux difficilement donner, en fait. Mais il est important, ce chiffre. Et j'ajoute une question sur la question, sans donner de chiffres. Est-ce qu'il y a des saisonnalités dans l'activité de Oui, Santé bien Vet? sûr, une saisonnalité, bien sûr. Oui, oui, on va traiter des articles en fonction de leur saisonnalité. Là, on est en plein dans les. Oui, clairement. L'automne avec les vermifuges, etc. Oui, bien sûr. On traite, on a des articles saisonnalité, on a des articles qui vont venir accompagner nos landings. On a plusieurs typologies d'articles, effectivement, ouais. Ok, très, très clair. Donc j'imagine que tu les travailles évidemment en amont des saisonnalités que tu connais et tu vas travailler Ah plusieurs oui, mois parce que, en oui, arrière. oui, j'ai pas trop le choix, sinon je n'arriverai pas à tout faire. Donc on anticipe beaucoup, on anticipe, je te dis, là on est en train de travailler les sujets pour le mois de février 2025 déjà. Donc, mais parce que sinon je ne peux pas absorber toute la production de contenu qui est importante et qui est à produire, en fait. Ok. Est-ce que tu veux choisir de ton côté une question? Puisque pour le moment, je les ai toutes Bah, sélectionnées. je n'ai même pas regardé le chat, à vrai dire. Donc, C'est comme tu veux, sinon j'en sélectionne. vas-y, je peux choisir. Alors, j'aime bien celle-là, elle est un peu longue, mais est-ce que dans votre stratégie de publication, je vais y arriver, vous publiez tous les contenus d'une même thématique d'un coup, par exemple tous les contenus sur allergie chat, ou est-ce que vous espacez la publication d'une même thématique dans le temps? Ah, ça, c'est une question qui revient, c'est une question régulière, ça. Alors, on ne va pas tout publier sur un cocon, on ne va pas publier tous les articles le même jour, mais il est vrai qu'on va les publier dans un laps de temps qui est relativement court. L'objectif, c'est de couvrir vraiment tous les sujets dans un temps qui, je vais dire, cette période va être de quelques semaines maximum, en fait. Mais on ne publiera pas tous les contenus le même jour, à la même heure, non.
OK, très clair. Bah, j'en prends une dernière, peut-être une avant-dernière, on va voir. C'est celle-ci. Est-ce que vos contenus signés par des auteurs experts vétérinaires, par exemple, sont mieux référencés ou pas plus d'impact versus les autres? Est-ce que c'est monitoré? Comment on en a parlé, hein, on sait que c'est, Oui. le travail chez Santé Vet, il est beaucoup fait comme ça et en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Bah, clairement, avoir un article, signé par un auteur, expert, entre autres vétérinaire, bah, a bien plus d'impact, qu'un article qui n'est pas signé du tout, bien plus d'impact, clairement déjà auprès des internautes, parce qu'on se dit que, c'est un vétérinaire qui a rédigé l'article, donc il sait exactement de quoi il parle et puis qu'il y aura bien plus d'impact aussi auprès de Google tout simplement, hein, parce que c'est un article, expert, donc oui. Donc oui et est-ce que tu veux sélectionner une question toi ou est-ce que tu n'as pas la main sur le Bah, chat et je sais j'en pas, prends une toute dernière? je peux pas les voir, correctement, je vois tout Si le tu le chat. vois pas correctement, ne t'inquiète pas là-dessus, je vais prendre une, Peut-être au bon endroit, je pense. Ah si, ça y est, impression. c'est bon? Tu peux en sélectionner Oui, une? si tu en vois une, vas-y, sinon, Alors je regarde, il nous reste encore 1 ou 2 minutes, ah oui, je vois, c'est une question de Sacha, la création de contenu à l'international. vas-y. Hem, attends, comment je fais? Attends, OK. Elle apparaît là? Voilà, c'est ça. C'est toujours à partir de la base d'un article français, donc pas que. Ça peut être majoritairement, oui, si un article français colle à la requête, oui, mais sinon on va aussi, identifier des sujets qui sont propres au pays. On fait un mix des 2 en fait. OK, tu peux fermer la question, si tu le souhaites avec le petit moins. C'était la dernière. On a pu prendre pas mal de temps pour répondre aux questions et c'était très chouette. Hop, j'essaye de passer à la slide suivante, mais je ne peux pas parce que cette question-là reste affichée malheureusement. Voilà, je pense que je vais pouvoir passer dessus. Hop. La prochaine conférence, elle est dans 9 minutes. Elle est par Véronique Duong, experte SEO chez Véro Duong. Et ce sera une table ronde, les conseils de Pléo, Alan et Best Western pour implémenter efficacement l'IA au sein des fonctions marketing. Bah, l'IA, vous en avez beaucoup parlé dans les questions. On en parle évidemment beaucoup depuis novembre 2022 et l'arrivée, le bousculement effectué par ChatGPT, mais c'est aussi l'occasion d'en apprendre un petit peu plus avec des grandes marques, de découvrir les insights exclusifs sur l'intégration de l'IA en marketing. Moi, je tiens à remercier énormément Cécile de Santé Vet parce que c'était vraiment un webinaire très agréable, plein d'enseignements, très riche. Donc, un grand merci à toi, Cécile. Et merci Michel et merci de m'avoir invité. Bah, c'est avec grand plaisir. Donc, restez évidemment en ligne. Il y a beaucoup de webinaires encore à venir. Et donc, restez en ligne pendant 8 minutes pour un très beau webinar sur l'IA. Merci à toutes et à tous et passez une très Merci, belle journée. au revoir.